Motorenga. D'abord et avant tout, les meilleures conditions. Motostore, votre concessionnaire Ducati, Indian, Suzuki, Benelli, Aprilia, Piaggio, Vespa en province de Liège. Venez découvrir notre équipe de passionnés et nos nombreux 2 roues de stock. L'Universel, c'est un large choix de scooters, motos, toutes cylindrées et d'accessoires dans la région liégeoise. L'Universel vous accueille dans ses 5 concessions à l'esprit familial et professionnel à Aouan, Chênay, Herstal, Serein et Verviers. Bonjour et bienvenue dans ce numéro 44 de Carter et Piston. Je voudrais d'abord vous remercier de votre soutien, de votre intérêt et principalement de la dernière émission qui a été vraiment un grand succès. Vous avez été plus de 200 000 à suivre cette émission, mais je suppose que le roi Ago n'y est pas étranger. Avant d'aller plus loin, voici le sommaire de l'émission. La célèbre Bullet 500 de chez Royal Enfield a tiré sa révérence. En attendant une éventuelle remplaçante, voici la classique 350, une belle surprise de ce début de saison. Sans transition du petit cube à la grosse cylindrée, BMW a revu sa copie sur la gamme de son vaisseau amiral, les K1600 6 cylindres. La 1000 Versys de chez Kawasaki est assurément un des gros succès de la marque. On fait un tour de la version de base qui, malgré son prix d'attaque, offre tout ce qu'il faut pour tailler de la route. Le mois dernier, nous avons parlé trial avec notamment les motos Electric Motion. Du coup, je suis allé visiter l'usine où naissent ces machines dans le sud de la France. Nous ferons une part belle à l'actu avec beaucoup de nouveautés, des nouveautés équipements chez Shark, Bering et Segura, mais aussi sur les dernières annonces des constructeurs. Enfin, une nouvelle rubrique consacrée au sport, à la vitesse, au MotoGP, au World Superbike, bref, tout ce qu'il faut savoir sur les bruits des paddocks. Cette rubrique sera animée par notre célèbre Dr Grimm. Pour cette émission, je suis, et pour changer, dans une concession automobile. Alors, mais pas que, puisque en fait, cette concession automobile se lance dans le marché de la moto. Le fait n'est pas unique, mais suffisamment rare pour qu'on puisse en parler. Pascal, bonjour. Bonjour Thierry. Merci de m'accueillir. Merci à toi. Tu es le directeur des garages, l'Universel. En effet. Alors l'Universel, c'est des garages qui sont bien connus en région liégeoise, qui sont des concessionnaires Hyundai et Suzuki. Nous sommes également concessionnaires Mazda et MG. D'accord. Et ceci, vous, sur combien d'implantations? 6 implantations sur Liège. D'accord, donc c'est quand même une fameuse entreprise, ça. C'est une entreprise, effectivement, qui est cinquantenaire. Donc Oui. ça fait plus de 50 ans qu'on représente en fait la mobilité sur Liège. On a décidé, il y a quelque temps, de s'investir en réalité dans la mobilité à 2 roues, dans le sens où on estime que la mobilité ne se limite pas à l'automobile. Oui, ça c'est sûr. Ouais. On va plus la voir dans le sens large, en fait, et donner plusieurs possibilités à notre clientèle. Donc. Ok. Et en fait, cette démarche, elle est venue de certaines remarques de clients qui vous ont dit, tiens, pourquoi est-ce que vous ne vendez pas du 2 roues? Moi, ça m'intéresserait d'avoir un scooter en plus de ma voiture. Ou bien, tout d'un coup, c'est une réflexion globale en interne. C'est un peu plusieurs éléments différents, je dirais, dans le sens où moi, je suis ancien motard, donc on revient un peu aux sources. On n'est jamais ancien motard. Donc, on garde ça dans l'âme. Donc, on est revenu là-dessus. Ouais. Et puis, finalement, ça s'adapte bien à la nouvelle mobilité. En Oui. réalité, les centres-villes vont être plus fermés. Bien sûr. Donc, on va essayer de trouver des alternatives. Puis, le fait que les personnes ont travaillé en télétravail fait que finalement, ils n'ont pas toujours besoin d'un deuxième véhicule à la maison, mais c'est plutôt d'une solution de mobilité Oui. alternative. Donc, c'est un peu dans cette idée-là, en réalité, qu'on a travaillé. Ben, c'est un pari relativement osé parce que maintenant, il faut convaincre en fait. Il faut convaincre que vous n'êtes pas seulement une concession automobile, mais que vous devenez aussi des concessions moto. En effet, c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau pour nous. Maintenant, on va profiter un peu de la notoriété que notre entreprise a sur Liège, puisque Bien ça sûr. fait quand même 50 ans qu'on est là. Donc c'est vrai qu'on nous associe souvent à une concession voiture, mais on va tout faire pour devenir un acteur important sur la région liégeoise. Et Il va falloir faire un peu de communication, mais je crois que vous êtes très fort pour ça. Donc, c'est un peu notre métier, ça en fait partie en effet. ouais, tout à fait. Une des marques que vous représentez, c'est Royal Enfield.
Tout à fait. Alors Royal Enfield est une marque qui continue à écrire l'histoire dans l'histoire. C'est une marque qui cultive son esprit vintage. Je reviens d'un essai dans le sud de la France où on nous a présenté la classique 350 qui vient par l'image en fait remplacer la Bullet 500 qui a disparu pour cause de non-respect aux normes Euro 5. Merci beaucoup. Et voilà, un petit essai ensoleillé avec du ciel bleu, ce qu'on n'a pas l'occasion de voir souvent ici. Je vous emmène au Beau de Provence. C'est quand même beau la Provence, et surtout ce ciel bleu, on est en février, ça nous manque cruellement chez nous en Belgique. Alors Royal Enfield écrit l'histoire, avec l'histoire. Et en fait, depuis plus d'une centaine d'années, cette marque écrit l'histoire de la moto est parmi les plus belles pages, parce qu'en fait, Feu, la 500 Bullet, celle qui a disparu du catalogue il y a peu, a laissé beaucoup de fans inconsolables en se disant, bon sang, quelle perte pour le monde de la moto d'avoir abandonné ce 500 monocylindre qui a créé toute la légende de la marque. Alors on est ici face au renouveau, mais toujours dans le côté classique, toujours dans le côté culture de la marque, avec cette classique 350, qui est en fait sur la base de la Météor qu'on avait présentée il y a une petite année. On est sur une base commune, une base de cadre en tout cas, et de moteur commune, qui sera déclinée sur 4 versions différentes. Voici donc la deuxième après la Météor. Alors, vous conviendrez comme moi qu'on n'a rien perdu du classicisme et du charme des 500 Bullet. On est sur la 350, on a l'impression de voir la 500. On a gardé le même son, on a travaillé chez Royal Enfield le son de cette moto pour garder les mêmes sensations, les mêmes impressions auditives. Alors à son guidon, les choses sont simples. On est sur une moto pour laquelle il n'y a pas d'électronique, ou si peu. Il y a un ABS évidemment et une injection électronique, c'est tout. On n'a pas besoin d'anti-patinage sur une moto qui fait un peu plus de 20 chevaux. Alors en termes de sensations, on a perdu, on a gagné, c'est la bonne question. Eh bien en fait, j'ai l'impression qu'on n'a rien perdu, qu'on n'a rien gagné. Alors pour être franc, en termes de sensations, j'ai l'impression que ce 350, on l'avait déjà vu sur la Météor, va au moins aussi bien que la 500. Pourquoi? Parce qu'il est un peu plus nerveux. Il prend un peu plus de tours. Et de ce fait, il est possible de l'emmener de manière un peu plus violente. Quand je dis violente, entendons-nous. La seule chose, c'est que sur les très bas régimes, on sent qu'on a 150 cm3 de moins, on a un tout petit peu moins de couple. Mais que ça soit seul ou en duo, on avait avec nous aujourd'hui des essayeurs de bonne taille et qui étaient à 2 sur la moto, ils ont suivi le rythme sans aucun problème. Le confort est assez exceptionnel parce qu'en fait, la selle est moelleuse, on retrouve du moelleux sur une selle comme on en trouvait sur les motos d'il y a plusieurs dizaines d'années. Et on est toujours dans le même charme, on est toujours ensorcelé par cette moto, par ce poum-poum, par cette facilité de conduite et cette accessibilité. Vraiment, vous allez dire, mais il en met des tonnes. Non, pas du tout, j'adore. Alors, vous conviendrez comme moi que la ligne est belle. Ici, on est dans une couleur verte, vert un peu anglais peut-être, même si on n'est plus chez les Anglais depuis bien longtemps avec Royal Enfield. Mais cette moto est en tout cas, pour moi, une vraie réussite. On est à 5 299 €, les tarifs ont peut-être un peu augmenté. On a aussi augmenté la qualité, on a aussi augmenté la finition. On est sur quelque chose qui fonctionne vraiment bien.
Petit grief qu'on pourrait faire, on a peut-être une attaque de frein un peu molle. Les motos n'ont pas 1000 km, donc il faut peut-être le temps que tout ça se rôde un petit peu. Mais pour le reste, très bonne tenue de route, amortissement, j'ai trouvé très souple et progressif. Boîte de vitesse sans reproche, douce. Le modèle qui est ici est équipé de crash bar, qui est en fait pratiquement une obligation en Inde. Et puisqu'on parle de l'Inde, il faut savoir quand même que 90% du marché de la production Royal Enfield reste en Inde et que le reste est exporté, avec les deux plus grands consommateurs de Royal Enfield sont la France et le Benelux. Donc on est assez choyés, nous, sur nos marchés, parce qu'en fait, on est important pour la marque. On est un beau terrain d'essai pour eux et on a aussi réussi à créer une communauté. Nombreux sont les clubs qui ont fleuri un peu partout, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, aux Pays-Bas ou au Luxembourg, pour partager le plaisir de faire de la route ensemble au guidon de ces machines qui ont vraiment beaucoup de charme. Alors, ok, on est monté un peu dans les prix, mais on est aussi monté en qualité. J'avais vraiment peur d'avoir perdu pour toujours cette 500. Alors, elle a disparu, effectivement, mais vive la 350. Bonjour, je suis Giacomo Agostini. Si vous voulez acheter une moto, un MV, vous venez chez Moto Renga. Ciao a tutti. Voilà, une Royal Enfield, à mon avis, promise un bel avenir, disponible, je crois, mi-mars dans les concessions. Hein, en effet, Thierry. Ouais. Bon, on est entouré de motos. Vous faites combien de marques? Une dizaine de marques. Donc en commençant par Royal Enfield, Suzuki, Benelli, Oui. Yusung, qui sont des marques qui reviennent sur le marché. En Oui. fait. Des marques avec une belle histoire aussi. Hein. Oui, donc, tout à fait. On s'est aussi investi dans la marque Mondial, qui est une ancienne marque italienne qui Oui, revient sur le marché. Très très belle machine. En effet, il y a pas mal de personnes en fait qui ont connu cette marque, en fait, ces Ouais. motos dans leurs heures de gloire, et ce sont des marques qui reviennent à l'heure actuelle sur le marché avec Ouais, des ouais. produits assez qualitatifs. Oui, tout à fait. Et c'est quelque chose pour les connaisseurs qui est empreint de compétition, de performance. C'était vraiment une chouette marque. Et les productions actuelles, ils ont gardé un look particulier. C'est très travaillé. Moi, j'aime beaucoup, en fait. Et on aura l'occasion de les essayer bientôt, à mon avis, par ton intermédiaire. Et on fera découvrir ça aux téléspectateurs. Bon, ça, c'est la partie moto, mais il n'y a pas que ça. Il y a également des scooters, hein, Ouais. puisqu'on va représenter les marques Sim, les marques Peugeot, Oui. qui sont des marques aussi relativement connues sur le Ouais, marché bien sûr. du Ouais. scooter.
Et pas mal de motos en 125 qui donnent en fait l'occasion en fait, aux titulaires d'un permis de conduire de voiture de rouler avec ce genre de... Ça, c'est vachement important, évidemment. Ah, c'est sympa, effectivement. Parce que bon, la démarche est intelligente, hein, je vois bien, vous avez des clients qui sont ici en train d'attendre leur voiture qui est à l'entretien, ils font un tour ici, ils se disent, nom d'un chien, un petit 125 quand même, moi j'habite à 15 km du centre-ville où je dois y aller tous les jours pour bosser, je ne dois pas repasser un permis, ça roule magnifiquement bien, c'est très bien vu en fait. Et comme je le disais tout à l'heure, ça peut être une belle alternative à l'automobile dans certains cas de figure. Oui, bien sûr. Et on va de toute façon, à mon avis, être amené, et j'espère que le 2 roues sera une des solutions de mobilité. Quand on voit à Bruxelles à 30 km/h, on se dit, bon, ben, en bagnole, c'est un peu ridicule. La seule chose qui nous tient toujours un petit peu ici en Belgique, c'est la météo. Et on se rend compte que les problèmes d'encombrement urbain sont les mêmes dans toutes les villes d'Europe. Et que plus on descend dans le sud, plus il y a de 2 roues, ce qui est normal, c'est un peu un problème de climat. Ça a toujours été le cas en Belgique, donc espérons que le temps pourri qu'on a depuis 1 an et demi s'arrête et qu'on puisse avoir un peu de soleil pour faire démarrer la saison. Vous avez aussi misé sur la moto électrique. Tout à fait. On est un peu des pionniers à revenir sur le marché. On a misé sur 2 marques, qui est la première d'entre elles, c'est Zero Motorcycle, qui est en réalité la Tesla de la moto électrique. Oui, c'est ça. Et une seconde marque qui s'appelle Super Soco, qui est une marque qui vient sur le marché en fait avec des produits assez qualitatifs, où on peut trouver des motos qui démarrent dans les alentours de 3 000 € en 100% électrique. Ah oui. Avec une autonomie, on est dans un produit urbain là en fait. On est dans un produit urbain où l'autonomie varie entre 50 et 120 km pour des Super Soco. Par contre, en revanche, avec des Zero Motorcycle, l'autonomie est bien plus étendue. Oui, tout à fait. Rappelez-vous, on a découvert les Zero Motorcycle il y a déjà quelques mois, voire peut-être même un peu plus. Avec le Covid, on a un peu perdu au niveau des timings. On avait fait l'essai de cette moto. On y reviendra dans le numéro prochain avec un nouveau modèle. Et c'est une alternative à la mobilité. Ce n'est pas encore suffisant, à mon sens, en termes d'autonomie globale par rapport à une moto thermique, mais on y arrivera et il y aura ce choix à un moment donné, électrique ou thermique, ça c'est sûr et certain. Le mois dernier, rappelez-vous, on a parlé de trial et pendant cette séquence trial, on avait Florent Moringue qui en fait était lui au guidon d'une Electric Motion. Alors pour rester dans la ligne, je me suis rendu dans le sud de la France pour visiter l'usine où naissent ces magnifiques motos de trial. Je vous emmène entre Marseille et Montpellier chez Electric Motion. Bonjour, je suis à Montpellier. Je suis dans une usine où naissent les meilleures motos électriques de France. Je suis chez Electric Motion, des petits bijoux de technologie dont on a déjà parlé dans l'émission. Avant d'aller un peu plus loin dans cette visite d'usine, on va rencontrer celui par qui tout a commencé. Créer une marque de moto et en faire la marque de moto de trial numéro 1 en moins de 10 ans. Quand je dis numéro 1, c'est le nombre de motos vendues en France, toutes catégories moteurs confondues. On parle d'une moto électrique, c'est un vrai succès. Philippe Arrested, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir malgré une voix un peu compliquée. Ouais. Pourquoi je ne sais pas, il fait peut-être pas si chaud que ça ici en fait. On pense qu'il fait chaud, donc on se découvre et en se découvrant, on attrape froid. On va rapidement faire ensemble un peu la présentation de cette magnifique histoire qui est Electric Motion, qui a démarré il y a une dizaine d'années, mais en 2020, en pleine pandémie pourtant, vous avez eu une sorte de coup de fouet. Qu'est-ce qui s'est passé ? Effectivement, c'est assez paradoxal, mais on a constaté que quasi jour pour jour, sur le démarrage de cette pandémie, on a constaté une affluence de demandes, une affluence de commandes au sein de notre réseau, un réseau qui est mondial. La raison nous échappe quelque part, mais on peut considérer qu'elle est en phase avec les demandes très importantes qu'il existe dans le domaine du vélo électrique. Oui. Et donc ça confirme le fait que peut-être les gens ont pris conscience qu'on n'était pas forcément toujours maître de notre destin, oui, et qu'il était temps un peu de s'occuper de nous et justement de penser au loisir et peut-être de retourner de plus en plus vers la nature. Oui, il y a le confinement qui a peut-être aussi forcé les gens à rester chez eux. Quand ils ont pu en sortir, ils se sont dit on va le faire d'une manière peut-être plus réfléchie et c'était le bon moment en fait. Exactement. Voilà, on n'est pas fait pour rester enfermé. On se rappelle que la nature elle est belle et avec
des motos, des vélos, on peut découvrir justement cette belle nature. Oui, 2020 était déjà une belle année, 2021 l'a encore été plus, parce que vous êtes le premier vendeur de motos de trial en France. Pourtant, la France n'est pas votre plus gros marché, je crois. Non, ce n'est pas notre plus gros marché, c'est je crois le 3e, après les États-Unis et la Grande-Bretagne. Mais c'est un marché sur lequel nous sommes régulièrement présents, et effectivement le fait d'avoir des pilotes qui représentent notre marque participe à ce que notre marque soit un petit peu connue, mais nul n'est prophète en son pays. C'est souvent ce qu'on dit. Néanmoins, puisque vous parlez de pilote, il y a quand même une sacrée représentation. Il y a Gaël Chatagnaux qui vous a quand même amené un premier titre de champion du monde. Ça, c'est quand même pas rien de venir s'imposer avec une moto fraîchement sortie. Et puis, on a Chris Bruand, qui est un peu l'ambassadeur médiatique de la marque, pilote d'exception, et qui se montre pas uniquement dans les trials modernes, il est présent un peu partout, et il est vraiment une belle image de marque d'Electric Motion. Christophe, c'est un peu une exception. C'est un garçon que j'ai connu, il y a maintenant 22 ans, il avait 16 ans à l'époque, donc plus qu'un pilote, c'est un ami, et comme un deuxième fils pour moi, puisqu'il a toujours accompagné mes aventures dans le domaine du trial. On a une relation particulière, commune. Il a une relation particulière avec la marque parce qu'effectivement, son éclectisme fait qu'il roule un peu sur tout type de moto. Ah oui, il peut prendre une vieille Trial Cup, il est bon avec. Il prend une Electric Motion, il est bon aussi. Il est un peu vexant par moment. Hein. C'est un passionné. Je connais aussi son papa, donc c'est une famille qui vit avec beaucoup de passion justement la pratique des sports motorisés en général. Et ce qui fait que, effectivement, que ce soit une Triumph, une thermique ou une moto électrique, Chris, il est toujours à l'aise, il a une très belle image. C'est un chouette garçon. Ouais. Le trial, ça reste quand même une petite famille. Ça reste quand même un marché de niche. Même si je trouve que ces dernières années, il a un peu tendance à s'élargir, et tant mieux. Est-ce que vous pensez quand même, à un moment donné, vous orienter vers des machines plus grand public ? Alors, si effectivement le marché du trial s'est un peu élargi, je pense simplement qu'on y a aussi participé, puisque le fait de proposer des motos à propulsion électrique à vocation compétition, à vocation loisir, a permis d'ouvrir un petit peu ce marché vers des gens qui ne pratiquaient plus le trial, vers des gens qui ont découvert le trial parce qu'on l'a rendu simple, par le fait aussi que nos motos sont accessibles, et donc on a aussi une jante féminine qui commence à s'intéresser à la pratique. Parce que c'est la grande force de votre produit, c'est qu'il est polyvalent. Polyvalent, sans concession. Il y a vraiment rien d'autre à faire que de s'amuser, de rouler sans Je peux initier ma femme pendant la semaine à faire un peu de trial, petit à petit à y prendre goût, et avec la même moto partir en compétition le dimanche. Exactement. Elle a une vraie particularité en disposant de plusieurs maps, de s'adapter justement aux personnes qui roulent avec, que ce soit des débutants ou des champions, ou des quasi-champions. Et effectivement, c'est un des innombrables avantages des propulsions électriques et de notre moto en particulier. Et 2022, c'est encore un step en plus, parce que là maintenant, on est sur un vrai embrayage, et vous avez, on va l'appeler comme ça, vous avez installé un ralenti sur la moto. Nos motos, elles évoluent régulièrement et de façon significative. Maintenant, nous sommes très très proches du feeling et de l'attente qu'avaient les gens venant du monde du thermique. La moto a montré ses performances à travers la compétition. Ne pas oublier que Gaël a aussi gagné le championnat de France S1, qui est quand même une discipline de très haut niveau, on peut le dire, contre des motos thermiques. Et cette année, il s'attelle au championnat du monde en TR2, où là, la marche va être très élevée. C'est dur. Mais on a la velléité de vouloir démontrer que notre moto est au moins l'équivalent et bientôt mieux qu'une moto thermique sur tous les aspects. Votre histoire de la moto est une histoire d'amour qui dure depuis très longtemps. On ne va pas refaire votre vie, mais vous êtes ici en fait le dénominateur commun depuis le début de l'histoire et de l'aventure Electric Motion. Vous avez pourtant décidé de prendre un peu de recul, de laisser un peu la place aux jeunes, mais je vois que vous êtes quand même toujours là. Toujours là et toujours passionné. C'est vrai que les années défilent. Et si justement je veux assurer une belle continuation à cette entreprise,
Je vais essayer de faire en sorte de faire que l'équipe que j'ai formée puisse me succéder. Dans le même temps, j'ai aussi récemment nommé en tant que directeur général Marc Colomé. D'accord. Qui n'est pas un inconnu. Qui n'est pas un inconnu, qui est très proche de l'entreprise, puisqu'on travaille 100% ensemble depuis bientôt 3 ans. Il va prendre encore plus de responsabilités. Et effectivement, ensemble, tous ensemble, on est en train de préparer la suite. Le but est de passer un beau relais, quoi. Voilà. Ça serait un comble que d'avoir souffert pendant tant d'années et de ne pas s'inquiéter de la suite de l'histoire. Bien sûr. Et donc, effectivement, j'ai une vraie volonté de prendre du recul et de mettre dans les meilleures dispositions l'entreprise et ses salariés pour qu'ils aient encore de belles années devant eux à s'exprimer. Voilà, on va continuer cette interview. Philippe nous a quittés, vous avez vu qu'il a un petit problème avec sa voix pour le moment. Et on va accueillir Jean Pénat. Jean, bonjour. Enchanté, bonjour. Quelle est ta fonction dans la société? Alors moi, je suis à la direction commerciale et marketing. D'accord. Et je m'occupe essentiellement de tous les marchés export. D'accord. Voilà. Ça tombe très bien, j'ai des questions pour toi. Excellent. Quelle est la capacité maximale de production d'une unité Electric Motion ici? Alors aujourd'hui, ça fait un peu plus de 2 ans qu'on est dans ces nouveaux locaux. Ouais. Et par chance, voyons-le comme ça, on a atteint les limites de la production, les capacités de production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le réseau actuel existant, il faut savoir qu'on est présent dans plus de 35 pays. Quand on fait les prévisionnels de vente, pour essayer de préparer l'année, eh bien moi j'ai une quantité de commandes qui est supérieure à ce qu'on peut produire actuellement. Alors c'est une bonne et une mauvaise nouvelle en même temps. Très frustrant pour ma fonction, mais très flatteur quand on voit l'engouement qu'il y a autour de nos véhicules. Ouais, donc vous êtes en flux tendu en permanence. Complètement. C'est toutes les motos aujourd'hui qui sont produites sont déjà vendues. D'accord. Des fois donc vendues par exemple à un importateur qui l'a déjà vendu à son revendeur, qui l'a déjà revendu à son client final. Vrai success story quand même. Ben oui, et on en est très fiers. Mais je peux imaginer. Français, il faut être fier. Ouais. Le plus gros marché pour le moment, c'est aujourd'hui au coude à coude les États-Unis avec l'Angleterre, le Royaume-Uni. C'est étonnant parce que l'Angleterre est quand même le pays du sport moteur, des gens très attachés à leur culture motorisée depuis très longtemps. Et les voilà en tête du marché de la moto électrique, c'est quand même dingue. Bah, c'est une preuve qu'ils sont sensibles aussi aux propulsions électriques. Et le marché américain, évidemment, nous, on ne le connaît pas bien en termes de trial, on ne réalise pas l'engouement en fait que le marché du trial peut représenter aux États-Unis. Maintenant, c'est un territoire évidemment immense, c'est 300 ou 400 millions d'habitants, moi je ne sais plus exactement, les États-Unis. 355, quelque chose comme ça. Donc forcément, ça représente un gros marché. Quelle partie des États-Unis fonctionne le mieux? Alors, tout d'abord, je reviens sur la première partie de votre question. Quand on dit trial, donc c'est vrai que nous on a une gamme qui est les pures, qui sont des motos de trial, mais on a 90% de nos clients, États-Unis ou autres pays, qui ne font pas du pur trial avec la moto. Donc ils sont plus sur l'escape alors? Oui, ou bien ils vont utiliser notre moto dite de trial, mais pour faire de la randonnée, de la balade, pour pas faire, je dirais, du pur trial, c'est-à-dire on rentre dans une zone et on va taper du caillou. C'est vraiment, ils vont revenir à la moto, ces gens qui étaient passionnés, qui avaient des vieilles Bultaco, enfin des vieilles motos, qui vont revenir au trial, mais pour se balader dans leur montagne, parce que ils sont soucieux de l'environnement, du bruit et du respect des autres. Exactement, et qui vont utiliser nos motos. Qui sont passés, même qu'on fait une phase, qui sont passés peut-être sur le vélo électrique, le vélo assistance électrique, et qui reviennent à la moto, puisque bon, la moto reste la moto. Bien sûr. Mais pas pour faire du pur trial. C'est-à-dire que c'est assez délicat pour nous, puisque on est un constructeur où on fait des motos de trial, puisqu'on vous l'avait dit, Gaël Chatagneau, on est présent en compétition, mais on a une foultitude de clients qui reviennent à la moto qui ne sont pas des compétiteurs. Et qui ne sont pas des trialistes. Bien sûr. Et donc pour le marché américain, donc effectivement on vend beaucoup de modèles Escape, donc randonnée, balade, et aussi pur pour le trial. Il y a très peu de pilotes qui sont capables d'exploiter ce genre de machine.
Moi, je suis trialiste, mais je roule en classique. D'accord. Donc, je suis loin d'avoir un niveau pour exploiter des capacités de machines comme ça, comme la plupart des gens, en fait. Et je crois que c'est ce qui explique le pourcentage de vos ventes et la manière dont les motos sont utilisées. Oui, et puis nous, le pari de Philippe Aresten quant à la création d'Electric Motion, c'était, vous avez des marques qui sont prêtes pour la compétition. Nous, c'est de faire une moto qui va autant pouvoir être utilisée par un néophyte et un débutant, comme par un pilote confirmé. On a différentes cartographies, différentes maps qui permettent de limiter la moto et de mettre, je dirais, en confiance l'utilisateur, où elle va être bridée en vitesse, en couple, sachant que ça ne fait pas de bruit, qu'il n'y a pas d'échappement, donc de suite, ça rassure pour quelqu'un qui n'est jamais monté sur une moto. L'embrayage, ça fait du bruit, je vais me brûler, il faut kicker, donc l'approche est vraiment différente, mais aujourd'hui... Très polyvalente. Exactement, et Gaël le démontre, on peut aussi, quelqu'un qui est expert en la discipline, peut retrouver des sensations. Oui, tout à fait. J'en parlais avec Philippe tout à l'heure. On peut partager la moto avec madame qui s'initie au trial pendant la semaine et aller faire sa compétition le dimanche avec la même moto. Exactement. Ça, c'est assez extraordinaire. Oui. Ouais, tout à fait. Bon, on a parlé des capacités de production, on a parlé de votre potentiel encore de commandes. Donc ça sent quand même l'expansion, ça. Tôt ou tard, plus tôt que tard, mais c'est sûr qu'aujourd'hui on a plus de 4000 motos aux quatre coins du monde. Donc en 10 ans, bien sûr, avec des premières années où on a fait des batchs de production, c'était 40 motos, 100 motos. Aujourd'hui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est bien plus, évidemment. Ça fait 2 ans, suite au Covid, qu'on double, triple notre production. Donc évidemment, Philippe, moi-même et d'autres membres de l'équipe travaillent activement sur de nouveaux projets pour pouvoir agrandir notre capacité de production et profiter à notre croissance. Ici, je suis dans la partie bureau, développement, la partie calme. C'est ça. Mais on est dans une entreprise qui fait de l'électrique, donc il ne doit pas y avoir beaucoup de bruit. On m'a proposé d'aller visiter la chaîne d'assemblage. Oui. Donc, tu peux t'imaginer que je trépigne d'impatience. J'espère. On y va? Allez, c'est parti. Merci. C'est dans un silence pratiquement monacal que la petite équipe d'Electric Motion assemble ces motos. Ces motos sont assemblées, comme vous le voyez, pratiquement à la main, avec une capacité d'environ une dizaine de motos par jour. Electric Motion a de grandes ambitions de développement dans le futur et aussi de grandes surprises qu'elle nous prépare, mais ça, c'est encore un secret. La bonne nouvelle, c'est qu'au niveau de la Belgique, eh bien, Electric Motion sera encore mieux représenté en compétition, puisque, un peu grâce au reportage sur Nicolas Putmans que vous avez pu voir dans le dernier numéro de Carter et Piston, Electric Motion a décidé de lui confier une moto, et Nicolas Putmans fera donc le championnat de Belgique au guidon d'une Electric Motion, aux côtés de Florent Morin, que vous avez découvert dans le même reportage. Donc, 2 générations différentes, le même championnat, ça promet une belle bagarre. On n'est en tout cas pas prêt de ne plus parler de cette marque de moto électrique française qui est en train d'envahir la planète trial et tout doucement le monde de la mobilité électrique. Alors depuis le reportage trial du mois dernier, où vous aviez découvert Nicolas Putmans, multiple champion de Belgique de trial, en fait Electric Motion, via Eric Lejeune, a décidé de lui confier une Electric Motion pour faire sa saison de trial 2022. Il a accepté de relever le défi. Après 12 titres de champion de Belgique sur une moto thermique, il s'est dit pourquoi pas essayer de relever le gant sur une moto électrique. Donc on suivra évidemment les péripéties et les courses
des pilotes Electric Motion tout au long de la saison, aussi bien pour Nicolas Putmans que pour Florent Moringue. Pascal, on a parlé des différentes marques, évidemment, que vous travaillez au sein des garages. J'imagine que vous n'allez pas mettre toutes les marques dans tous les garages. Non, en effet, il faut respecter le réseau existant. Ça veut dire qu'il y a des zones de chalandise qui ne sont pas libres et qu'il faut respecter. Par contre, la clientèle pourra, en fait, à travers notre site internet, pouvoir savoir où sont vendues quelles marques. En fait. Oui, voilà, ça c'est important de savoir, ne fût-ce que pour aller les voir, pour aller les essayer. Après, j'imagine que c'est comme on dit chez nous, de la popote intérieure. Nous sommes ici sur l'implantation d'Awan. Si j'habite à 3 km d'ici, ce sera peut-être plus facile de me faire livrer ma moto ici, même si sa zone à elle est de Verviers. Je suppose que ça fait partie de l'organisation. En effet, ça c'est pas un problème. On peut même livrer à domicile, donc c'est vraiment pas un souci, puisque le principe en fait de la moto, c'est d'être le plus proche possible des gens. Donc s'il faut livrer le véhicule comme ça s'est passé la semaine dernière à domicile, c'est vraiment pas un problème. Donc, ça c'est intéressant quand même, c'est pas mal. Ça fait partie du service. Donc on essaye en fait d'être le plus proche des gens. C'est pas parce qu'on a une entité avec 6 concessions qu'on s'éloigne de notre esprit familial. Donc c'est quelque chose qui est important chez nous. Le site de l'Universel s'affiche ici en dessous de l'écran pour le moment. Et là, vous retrouverez évidemment l'emplacement, la localisation de toutes les concessions, qu'elles soient voitures ou motos, et les marques que vous pouvez trouver et à quel endroit. Pascal, on va continuer évidemment à parler moto. On est ici pour ça, l'émission ne fait que ça. On va parler gros cube, et on va parler gros cube avec BMW, qui a remis à jour, en fait, qui a plutôt mis aux normes Euro 5 toute sa gamme de son vaisseau amiral, qui sont les K1600. Ce sont des grosses motos, 6 cylindres, 1600 cm3, 160 chevaux. Pour une fois, la technologie et l'Euro 5 n'a pas fait perdre de chevaux, ça a même fait gagner un peu de couple. Donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Et on part à Malaga, où il ne fait pas toujours beau, pour découvrir cette nouvelle gamme des K1600 de chez BMW. BMW et le 6 cylindres, c'est une grande histoire d'amour. C'est une grande histoire d'amour évidemment dans le milieu automobile, mais BMW ne néglige pas la moto avec un mythique 6 cylindres qui équipe ici la K1600. Cette moto est apparue il y a quelques années et son moteur déjà réjouissait tous les essayeurs et les utilisateurs. Alors ici on est face à la nouvelle mouture 2022 de la série K qui se décline en 4 versions. J'en ai 3 ici autour de moi, la Beggar, la Grande America et la GTL, qu'elle appelle la GT. Alors en fait, on est sur une base commune, un dénominateur commun. Ce dénominateur, c'est le moteur. Bon sang, quel moteur, quel plaisir d'enrouler sur un 6 cylindres. Il est rageur, il est souple, il est doux, il est puissant. Et en fait, le passage à la norme Euro 5 ne lui a rien fait perdre en termes de puissance. On a gardé les 160 chevaux. Ils sont même accessibles 1000 tours plus tôt qu'avant. À 5700 tours, on a la puissance maximale. C'était à 6700 avant. On a gagné 10 Nm de couple. Et en fait, le reste vient sur l'équipement. On retrouve évidemment le grand écran TFT qu'on a découvert sur la 1250 RT il y a environ 2 années maintenant. Cet écran commence à équiper pratiquement tous les gros cubes de chez BMW. Et évidemment ici, on est sur un gros cube. Alors cette K1600, elle est c'est un peu une famille à part parce que si je devais m'acheter une routière chez BMW, j'hésiterais vraiment entre une K et une RT. Pourquoi? En fait, le Boxer, le moteur bicylindre à plat, bien connu de chez BMW, est pour moi ce qui colle le mieux à la GS.
La RT, j'ai toujours un peu moins aimé alors que c'est une moto très agréable, très performante. Ici, on est sur quelque chose de plus classieux. On est sur une sorte de tapis volant, en fait emmené par ce 6 cylindres qui est vraiment envoûtant. Alors évidemment, ces motos sont faites pour le grand voyage parce que vous voyez, les selles sont ultra confortables, elles sont ultra larges, il y a de la position pour les passagers, il y a de la hi-fi, il y a des coffres énormes. En fait, on peut vraiment envisager la K pour faire des longs voyages, mais pas que. Prenons l'exemple de la Bagger, eh bien en fait la souplesse et la douceur de son 6 cylindres font qu'en fait elle n'est pas du tout ridicule en ville et pourrait même s'en accommoder. Il est un fait que les grands espaces sont son terrain de jeu, c'est là qu'elle excelle le plus et c'est là qu'on prend le plus de plaisir à son guidon. Alors en fait il est un peu compliqué de se décider et de se dire tiens, je préfère celle-ci, je préfère celle-là. Ça va vraiment dépendre de votre utilisation à vous. Si vous voulez faire des longs voyages, si vous voulez faire des grandes aventures à moto en couple avec de la bagagerie, il est un fait que la Grand America ou la GTL seront votre choix. Si maintenant vous voulez quelque chose d'un peu plus sportif, vous irez vers la GT, et quelque chose d'un peu plus custom, un peu plus urbain, vous irez vers le Bagger. Alors en fait, la GT qui n'est pas présente ici sur les images est en fait la plus sportive parce qu'il y a 3 modes de conduite qui sont d'origine sur cette moto, le Rain, le Road et le dynamique. Et quand on met la GT sur le dynamique, eh bien en fait, on a le système de suspension ESA. Tout se met en concordance pour avoir une moto plus dure, plus rigide, plus précise, plus agile, alors qu'on est quand même sur quelque chose qui fait 350 kg. Il est étonnant de voir comment cette moto peut se conduire de manière soutenue et rapide. Elle enfile les courbes avec beaucoup d'agilité. Je suis assez étonné parce que la moto est longue, on pourrait la croire pataude, et bien pas du tout. C'est vraiment une moto étonnante. Alors, vraiment, moi, tout tourne autour de ce moteur parce que, aussi bien au moment du démarrage, on a le bruit de ce 6 cylindres, on a cette souplesse. Sur les petites routes, on reste en 3e, on coupe, on passe les épingles, on sort, on ouvre jusqu'au virage suivant, vous êtes projeté. Alors, évidemment, vous avez un maximum de protection. Regardez la taille de ces pare-brises qui sont réglables aussi électriquement. Protection maximale contre les intempéries, contre le vent. On est vraiment sur la moto high class. C'est vraiment un pullman sur lequel vous pouvez monter et enfiler des kilomètres et des kilomètres. Il est à noter que sur la version Grand America ici, vous avez même 2 pose-pieds sur l'avant qui vous permettent de détendre un peu les jambes, d'avoir une position moins fléchie. Vraiment, tout est très bien pensé. Il y a un emplacement prévu ici pour y ranger votre smartphone qui peut se recharger et servir aussi de base GPS qui s'affichera évidemment sur votre écran. Il est à noter que vous pouvez même le laisser lors de vos arrêts, puisque lors de l'arrêt, le pare-brise vient se mettre en position basse et verrouille l'accès au logement de votre GSM. Si je devais en choisir une, j'avoue que j'irais plutôt vers la Grand America parce que je trouve que l'agrément de conduite, la beauté de la machine me font un peu tirer vers cette moto, même si la décoration, ça c'est une histoire de goût, ça on le laissera à l'appréciation de chacun. En tout cas, n'hésitez pas à aller pousser la porte d'un concessionnaire BMW, allez essayer une K, ça vaut la peine de découvrir ce qu'est l'univers du 6 cylindres. Hot Motorbike à Teux, c'est votre concessionnaire Triumph KTM et Gaz de référence. Dans un tout nouveau showroom, venez découvrir les gammes complètes dans ces 3 marques. Vous serez accueillis par des spécialistes qui seront vous guider dans le choix de vos motos et de leurs accessoires. Chez Hot Motorbike,
toutes les machines sont à l'essai sur rendez-vous. Hot Motorbike est ouvert du mardi au vendredi de 9 à 18h, le samedi jusqu'à 17h. Dans l'atelier, 4 mécaniciens de haut niveau sont là pour préparer et prendre soin de vos motos. Chez Hot Motorbike, vous n'aurez affaire qu'à des professionnels, mais surtout à des passionnés. Bon, voilà pour ces K1600, on est évidemment dans des gammes de prix assez élevées. Chacun jugera sur pièce comment il peut aménager sa moto et jusqu'où il peut délier les cordons de sa bourse. Pascal, merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci à toi Thierry. Oui, c'était vraiment sympa et surtout, je salue quand même qu'on se diversifie, qu'on ose, parce que bon, il faut oser. Faire une démarche pareille. On aura certainement l'occasion de se revoir durant la saison pour des essais, des portes ouvertes, parce que je crois que vous allez être relativement actifs. Tu nous as présenté évidemment ton projet moto et on va continuer avec un de tes collaborateurs. Sans problème, avec plaisir. Nous allons donc continuer avec Olivier Lefebvre, qui est le responsable moto au sein de l'organisation L'Universel. Bonjour Olivier. Bonjour Thierry. Ça va ? Ça va. Tu vas bien? Ça va, oui, ça va bien, merci. Olivier, tu n'es pas un inconnu du tout dans le monde de la moto, toi. Tu as quand même fait quelques passes d'armes sur piste. Oui, entre autres, ouais. Hein, aussi dans les magasins. Donc, ouais. Tu roulais sur quoi? J'ai roulé sur une Suzuki et sur une Yamaha R1. D'accord. Tu faisais quoi, les 6 heures, par exemple? 6 heures, ouais. On a fait podium en junior 1000. D'accord. Quand ça? Il y a 4 ans, je pense. Oui, juste avant un peu le confinement. Voilà. Belle place, super ça. On a fait 3e, on aurait pu faire mieux, mais bon, voilà. Il y a toujours moyen de faire mieux, mais podium, c'est bien. Ouais, c'est très bien pour après 2 ans, donc c'est très bien. Éventuellement, participation future? À voir au niveau du budget, c'est toujours la même chose. Là maintenant, je suis plus sur le vintage, donc sur les motos ancêtres, donc pour faire Chimay, Mété. Donc à voir si l'opportunité se présente, pourquoi pas. Avec quoi comme machine? Une ZXR, une Kawa. Ah oui, d'accord. Ah oui, ok. Donc, voilà. Oui, finalement, ces motos arrivent à un âge où elles sont presque des ancêtres. Donc c'est intéressant. Bon, toi, tu es responsable évidemment de la partie moto au sein des garages ici. Alors, vendre des motos, c'est très bien. Mais en assurer le service après-vente, c'est autre chose. J'imagine que vous vous êtes équipé et de 1 et que vous avez le personnel qualifié pour le faire. Tout se met en place. Donc dans les garages actuels, les ponts sont arrivés, donc les accessoires sont là. Les mécaniciens arrivent tout doucement à se mettre aussi en place, comme les vendeurs. Donc là, il faut les former un peu aux différentes motos. Voilà, exactement. C'est pour ça que d'ailleurs ici, vendredi, avec un des mécaniciens, on était chez Royal Enfield pour une formation bien spécifique. Donc tout ça se prend en forme et aussi au niveau des appareils spécifiques pour chaque moto. Oui, ça me paraît important d'assurer le service après-vente et de se dire ok, j'achète une moto avec beaucoup de technologie comme une Zero par exemple, et d'avoir derrière des gens qui sont capables de travailler sur cette moto. C'est plus important, bien sûr. Voilà, c'est évidemment très important. Les motos sont de plus en plus fiables, mais ça reste quand même des engins mécaniques et on n'est pas à l'abri d'une casse ou l'autre. Olivier, on vient de parler de gros cubes avec la K1600. On va continuer à parler gros cubes avec Kawasaki qui nous présente sa Versys 1000. Et cette Versys 1000 est déclinée dans une multitude de versions jusqu'à la version haut de gamme, tout équipé avec les valises, avec les suspensions semi-actives, avec tout ce qu'il faut au niveau de l'électronique. Et on arrive évidemment à des prix un peu conséquents. Et donc Kawasaki fait un peu machine arrière, garde la Versys dans la gamme, mais nous présente une version de base qui a tout ce qu'il faut en termes de sécurité et d'agrément de conduite, mais on est aux alentours de 12 000 € pour un prix de vente pour une 1000 routière, donc c'est quand même pas mal pour un 4 cylindres très performant. Donc on découvre cette Versys 1000 version 2022 de base.
C'est entre deux averses en fait que je vais un peu vous parler de cette nouvelle Kawasaki Versys 1000. La Kawasaki 1000 Versys est une des motos de tourisme parmi les plus vendues et pour cause, elle le mérite. 1000 cm3, 4 cylindres, 120 chevaux, beaucoup d'agréments de conduite, parfaite accessibilité, moto facile et capable de faire beaucoup de choses. Au fil des années, le modèle s'est étoffé de certains accessoires, de certaines options, de certaines améliorations qui en ont fait une version SE équipée de suspension électronique, de quick shifter, de poignées chauffantes, d'écran TFT, de connexion Bluetooth, j'en passe, et des meilleurs, pour arriver à des motos qui de base tournent aux alentours de 17-18 000 €. Une certaine frange de motards n'ont pas spécialement envie d'avoir des motos avec un tel niveau d'équipement. Ils préfèrent avoir une moto un peu plus basique peut-être en termes d'équipement, mais en tout cas pas en termes de performance et d'agrément de conduite, et se diriger vers une version plus basique. Kawasaki a pensé à eux avec cette version de la 1000 Versys de base qui fait 12 999 €. On peut évidemment l'étoffer de quelques accessoires comme les valises latérales, mais l'essentiel est là. L'essentiel est là, c'est-à-dire l'excellente partie cycle, le moteur 4 cylindres, je le répète, de 120 chevaux qui donne beaucoup d'agréments de conduite, avec toujours cette énorme capacité chez Kawasaki d'avoir un moteur qui descend très bas dans les tours et qui peut tout en souplesse monter de manière très rageuse et emmener la moto un peu plus sportivement. On a un pare-brise ici réglable en hauteur. On a en fait tout ce qu'il faut pour faire du grand tourisme. Une selle confortable aussi bien pour le passager que pour le pilote avec de grandes poignées de maintien. Bref, cette 1000 Versys entre guillemets de base à 12 999 € fait parfaitement le job d'une moto de grand tourisme. Elle est faite pour les grands espaces, elle est faite pour la balade, seule ou à deux. C'est vraiment une bouffeuse de kilomètres qui vous permettra de partir en vacances, mais aussi de vous amuser en week-end sur les petites routes sinueuses, parce que cette moto a aussi du caractère. Alors Kawasaki, une fois de plus, vient appuyer son offre de la 1000 Versys. On verra très bientôt l'essai de la Versys 650, un tout nouveau modèle en 2022. On attend d'ici quelques semaines l'essai de cette machine et on pourra vous la présenter. En tout cas, une fois de plus, la Versys répond à toutes les exigences qu'on peut en attendre. Que vous ayez envie d'une moto très très bien équipée, alors allez plutôt vers une version SE. Vous avez envie d'une moto de base que vous équiperez à votre guise, mais sans toute la technologie embarquée dont finalement on n'a peut-être pas besoin. Cette machine est faite pour vous. Voilà Olivier, une Kawa qui tient toutes ses promesses et un moteur 4 cylindres. Enfin, moi j'ai une vue particulière, je trouve que Kawa c'est un des meilleurs motoristes qui existent. Ils ont vraiment des moteurs exceptionnels, je le dis chaque fois, mais je le redis parce que c'est vrai. Olivier, outre le fait d'être responsable moto, tu es aussi responsable équipement. Tout à fait. Et là, tu as aussi une sacrée expérience.
Oui, en effet, j'ai travaillé quand même pendant quelques années chez Motomode. Oui. Et ensuite, je suis parti chez Bikers Design. Oui. Et voilà, je rejoins le groupe L'Universel. Pourquoi? Parce qu'il y a un beau projet derrière, donc c'est pour ça que j'ai rejoint le groupe. Tout à fait. Voilà. Oui, donc quand on parle équipement chez toi, tu sais de quoi tu parles quand tu parles d'un casque, quand tu parles d'une veste, quand tu parles Gore-Tex, quand tu parles protection. Tu sais exactement conseiller les clients et leur dire, bah, écoutez, voilà la différence entre ça et ça, prenez ça pour votre utilisation. Bon, l'expérience, ça compte beaucoup. Hein. Oui, surtout aussi au niveau des budgets, parce que toutes les personnes qui vont acheter par exemple 125 ne vont pas mettre 1600 € par exemple pour un équipement. On est bien d'accord. On est d'accord. Donc voilà, donc tout ça va faire que oui, je vais apporter mon expérience là-dedans. Ouais. Y a des marques principales dont on va travailler bien sûr du Richard, puisque c'est belge. Oui. Et alors après, on va aussi recevoir, parce qu'on n'a pas tout, comme tu le vois, on n'a pas tout reçu, du RST, plus sur l'airbag, parce que au niveau l'airbag, pour moi, pour l'instant, vraiment quelque chose de très important pour la personne qui roule en moto. Au niveau sécurité, voilà, c'est vraiment très très bien. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, l'airbag, ça devient, à mon avis, un accessoire incontournable, que ça soit sur une moto, que ça soit sur un scooter. Surtout. Parce qu'en ville, on n'est pas à l'abri d'une petite chute, même à 25 à l'heure. Et je crois que tôt ou tard, ça deviendra un équipement presque obligatoire. Je pense que ça deviendra surtout. Parce que, bon, d'abord, ça se démocratise vachement, ça devient vraiment accessible et ça coûte beaucoup moins cher qu'un nouveau dos. Ça, c'est sûr et certain. Ou une paralysie, parce que là, vraiment... Oui, voilà, quoi, donc on reste des usagers faibles. Et à ce titre-là, ben, tout ce qui peut amener de la protection supplémentaire, il faut pas se priver. On commence à 300-400 € pour un airbag. Tout dépend de la marque, et tout dépend si on veut un électronique ou un mécanique, tout ça dépend un petit peu, mais il y a un choix multiple, donc on va travailler plusieurs marques, mais on aura du choix pour chaque personne. Oui, c'est très bien. On va faire un tour de l'actualité, d'accord? Une actualité qui est vraiment bien chargée, parce qu'en fait, il y a pas mal d'annonces des constructeurs sur des nouveaux modèles, sur des mises à jour, sur des séries spéciales. C'est un peu la mode pour le moment, les séries spéciales. Et on va faire aussi un tour assez étendu au niveau équipement, avec Marc de Tournai, que tu connais, hein, le célèbre Marc de Tournai, qui s'illustre aussi bien sur piste que de manière professionnelle, puisqu'il représente les marques Shark, Bering et Segura, entre autres. Et on va faire avec lui un peu le tour des nouveautés. Voici l'actu. Marc. Bonjour. Nous revoilà une fois de plus. Hein. Il y a quelques nouveautés en fait dans les marques que tu représentes. Oui, tu représentes évidemment les casques Shark, les vêtements Segura, les vêtements Bering. Qui est la même famille en fait. Voilà, c'est la même famille. On va faire un peu le tour des nouveautés 2022, même si le catalogue dans chaque marque est immense. Mais on va parler des choses principales qui ont évolué, qui ont changé ou qui sont totalement neuves, comme par exemple l'Evo GT. D'accord. L'Evo GT qui est en fait un casque modulable, modulaire, on peut dire les deux. Et rotatif. Et rotatif. Et en fait, c'est quand même une grosse partie des ventes de casques. C'est clair. C'est clair que chez Shark, ça représente une grosse partie des ventes, mais qui est un des premiers, peut-être même le premier casque rotatif. Quand je dis rotatif, ça veut dire que c'est un casque en fait où votre jugulaire se retrouve à l'arrière. D'accord. Il faut savoir que grâce à ça, c'est une double homologation. Donc ce casque est homologué aussi bien en open qu'en intégral. Donc on peut en fait se promener en jet et en intégral. Par rapport à l'ancien produit qui est donc dernière génération l'Evo ES, la grosse différence en fait se trouve sur l'ouverture et la fermeture. Avant c'était simplement une seule fermeture de chaque côté. Le petit désavantage d'une seule fermeture, c'est que quand on avait des joues un peu grosses, le casque, bien entendu, on l'essaye toujours comme un jet. Donc ce qui se passe, c'est qu'on élargit un peu le casque. Et bien entendu, la fermeture venait un peu légèrement sur le côté. On devait être ferme au niveau de la fermeture. Maintenant que c'est un système Venturi, donc en cône, et doublé, ici, il n'y a vraiment plus aucun problème pour la fermeture. Très, très, très facile. À partir de 429 €. Donc ça dépend, les prix varient en fonction de la finition de la peinture. La couleur, etc. Très sympa cette peinture mate. Bon, pour finir, pour le casque, bien entendu, le pin-lock intégré dedans. Le petit plus par rapport aux anciennes générations, c'est qu'avant, on devait, quand on jouait en jet, pour fermer, on devait relever la visière. Ici, bien entendu, la visière se relève toute seule. Encore une fois, la grosse différence, cette fermeture qui est vraiment très, très, très facile. Alors, ça, c'est... ce produit-là, donc c'est le Spartan GT. Alors, GT, pourquoi? Parce que c'est on va dire un sport GT. Le Racer Pro, chez nous, est un pur produit compétition
qui se vend, on va dire, très mal dans les magasins parce que très ferme, très dur, mais pour la compétition, pour pouvoir rouler sans problème à 300 à l'heure. Oui. Bien entendu, pour la personne qui roule sur la route, théoriquement, c'est interdit. Donc on a besoin de plus de confort, de plus de facilité, beaucoup plus facile à placer, à enfiler sur la tête, etc., etc. Mais les calottes sont de même matière que les racing. D'accord. Donc on est dans un produit très très sportif. C'est le premier casque que Shark fait, avec une ouverture centrale. Ah oui. Ça, c'est quand même sympa parce que, bon, voilà. Hop, hop. De 1, on peut laisser à moitié fermé. De 2, il est cliqué beaucoup plus facilement. D'accord. Et surtout, en cas de chute, on ne vient pas frotter éventuellement un petit ergot qui facilite l'ouverture. Ouais. Ça, c'est le gros plus. Et je crois, à mon avis, que c'est pour ça qu'on se généralise sur ce genre de Là, on est sur une coque en carbone. On est sur une coque en carbone, toujours bien entendu, ce qu'on appelle un skin carbone, à savoir que des coques 100% carbone disparaissent tout doucement. Il faut savoir que maintenant, les casques vont avoir des homologations beaucoup plus rudes à partir de 2023 et il va falloir quand même faire attention à passer ces homologations. Alors ça, c'est une finition. Tu m'as amené un autre d'une autre couleur. Celui-ci est en carbone mat. Alors c'est le même produit, dans le même esprit, à partir de 499 € aussi, jusqu'à bien plus. C'est juste une question de finition. C'est une question de finition, attention, nous avons aussi un Spartan GT Fibre qui est 100 € moins cher. D'accord. Il démarre à 399 €. Là on est dans le carbone parce que bon, l'esthétique y est, et il est clair que dans un casque sportif, le carbone a toujours la cote. Et la valve. Entièrement de Hussards bien valve, et avec la Sonnevilière complètement full, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'une visière fumée. Parce que nous n'avons pas une visière qui s'arrête au milieu, tout à fait. avec ça, un problème de vision. Là, on est à 100% fumé. Ok, Marc, alors bon, ça, c'est la nouveauté 2022. Ah oui, ça, c'est du 2022 pur et dur. On est dans un casque, je vais dire, assez agressif, parce que, voilà, le masque facial est très, très rude. Pour ceux qui ont vu Mad Max, il y a certains rappels. Bien entendu, on est dans un Spartan GT, c'est-à-dire la coque est identique. On a le système centrale. Voilà, Petite chose importante, c'est le premier casque qui est en 0,6. Donc ce casque est prévu déjà pour 2023, avec les nouvelles homologations. Ah d'accord. Maintenant, bien entendu, l'Euro 6 aussi demande du recyclage plus important des matières interdites, etc. etc. Mais là, le dossier est comme ça, on va pas en parler maintenant. On a une belle finition avec les surpiqûres en cuir. Le côté rétro, c'est la surpiqûre en cuir au lieu d'être en tissu. Et il faut quand même souligner toujours aussi, si tu permets, c'est qu'en fait, on a chez Shark toujours cette fameuse possibilité de mettre les lunettes. Et le casque est prévu pour les branches de lunettes, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors là, c'est maintenant 100% chez Shark. Le 06 change, la norme de 06 change au niveau de la vision du sun visor. On ne le verra peut-être pas à la caméra, mais il faut savoir que ce n'est pas du foncé noir, c'est du foncé bleu. C'est beaucoup plus agréable pour les yeux. Là, on est sur quoi comme On est à 359 €. D'accord. En fibre avec plusieurs coloris. Là, on a deux coloris différents. Voilà, là, on est dans le côté un peu Tron. Oui, mais quelque chose aussi de soft, et le petit côté fluo est très sympa. Oui, voilà, relativement voyant, un peu collé côté aluminium, etc. Et il existe bien entendu un carbone brillant et mat entre 415 et 435 €. D'accord, ok. Dernière petite chose, tous les casques que je vous ai montrés et tous les casques Shark sont prévus pour avoir le Shark Tooth, qui est en fait le système interphone intégré au casque. D'accord. Qui risque, avec le 06, de devenir une généralité. Ok, Marc, merci. Écoute, ça c'était pour les casques. On va passer aux vêtements. Ok, super. Allez. Behring Discore. Donc le produit Discore est un produit, ce qu'on appelle Discovery chez Behring, c'est-à-dire qui est fait pour le tourisme, mais avec un body fit, c'est-à-dire une coupe très cintrée. Donc vous trouverez ici un mélange de soft shell et de rubber, c'est-à-dire le rubber, donc c'est un caoutchouc qui vient bien entendu pour la protection, mais rassurez-vous, la protection est à l'intérieur. Ce sont des protections Omega homologuées classe 1. Vous trouverez bien entendu à l'intérieur une doublure totalement amovible. Ces dessins vous prouvent qu'au niveau de la couleur, c'est-à-dire que vous avez une étanchéité très forte et vous avez une température moyenne. On parlera plutôt d'un produit mi-saison et non pas 100% hiver. Vous trouverez bien entendu des petits codes coloris. Pourquoi? Parce que, sans rappeler la fameuse marque de prêt-à-porter Superdry, qui ressemble très très fort à l'esthétique. Un petit caoutchouc néoprène sur le col pour empêcher l'eau de rentrer dedans. Au niveau ventilation, vous trouverez le système ADS, c'est-à-dire une ventilation par tirette qui s'ouvre, qui se trouve en dessous, ici en dessous des bras pour les aisselles, et que vous retrouvez avec un extracteur, bien entendu, que vous pouvez ouvrir dans le dos pour dégager l'air beaucoup plus facilement. Donc voici un produit Behring 100% Touring, qui est la Falstaff. Alors,
un petit cours avant sur ce qui est le laminé. Alors la différence entre un laminé et un produit normal au niveau étanchéité, c'est qu'au lieu d'avoir une membrane supplémentaire après votre tissu, vous avez la membrane étanche et respirante qui est collée sur votre tissu. Le gros avantage du produit, c'est que l'eau ruisselle et ne rentre pas dans votre veste, ce qui vous permet d'avoir une veste bien entendu beaucoup moins lourde en roulant et ne pas avoir le problème d'une grande flaque à terre au bout de 2 heures de séchage. Vous trouverez sur cette veste quelques révolutions techniques comme le Fitex. Le Fitex vous permet d'ajuster vous-même votre ceinture dorsale. Vous trouverez le Pulsaire, c'est totalement différent par rapport à l'ADS, c'est-à-dire que vous ouvrez une tirette qui vous permet bien entendu de refroidir l'intérieur de votre veste, mais vous ouvrez une deuxième qui vous permet à ce moment-là de perdre l'étanchéité, bien entendu, mais de permettre au vent de sortir, de rentrer beaucoup plus facilement sur votre corps lors de grosses chaleurs. Il faut savoir que c'est un produit, bien entendu, touring, donc on va retrouver une imperméabilité, respirabilité très très forte et une doublure thermique avec de l'aluminium, c'est-à-dire une doublure thermique qui est avec une chaleur très élevée. Toujours, bien entendu, le système d'ouverture à l'arrière qui vous permet de faire une ventilation continue avec une extraction par l'arrière. Dernière petite chose qui dit touring, évidemment, promenade dans toutes circonstances. C'est pour ça que vous trouverez ici en bas des poches 100% étanches, très important pour mettre portefeuille, etc. lors de pluie. Et le fameux système magnéto pour la tirette qui vous permet de fermer votre tirette, mais sans retirer vos gants. Un dernier petit produit très sympathique chez Bering, la Slike. Sympathique pourquoi? Parce que esthétiquement très urbain, mais quand même avec une membrane laminée dedans, ce qui théoriquement est pour le touring. Une petite capuche, rassurez-vous, qui tient avec une pression, mais qui est 100% amovible. Quelques codes coloris, on n'en reviendra pas, qui rappellent bien entendu quelques produits de mode. Mais, comme c'est un produit qui est urbain, il ne faut pas oublier que urbain dit souvent une utilisation quasi annuelle, vous avez une doublure qui est super chaude et vous avez bien entendu le laminé qui vous donne une étanchéité et une respirabilité maximum. Qui dit Segura, dit vintage, dit bien entendu cuir. Ici, vous avez un produit très esthétique de chez Segura avec la petite touche magnifique qui est une coupure dans le cuir avec un denim mis par-dessous et repiqué. Rassurez-vous, membrane étanche à l'intérieur pour que l'eau ne passe pas dans le denim. Petit plus sur beaucoup de produits de la gamme, que ce soit Segura ou Bering, c'est que maintenant, la totalité des doublures thermiques que vous trouverez ici à l'intérieur, bien entendu amovible, est 100% recyclé, c'est-à-dire qu'il est fait à base de bouteilles en plastique d'eau. Un petit plus pour la nature. Pour une question d'esthétique et de vieillissement du cuir, bien entendu, Segura prend toujours du cuir buffalo, qui est vraiment un cuir qui respecte énormément les formes du corps et qui vieillit ou rajeunit avec vous. Alors on continue dans la gamme Segura avec un produit vraiment typique Segura en tissu, la Patrol, une esthétique vraiment à l'ancienne, un peu coupe jeans, mais bien sûr avec des renforts, là, des renforts alpha, très souples, très agréables, mais toujours au niveau 1, au niveau de l'homologation. Bien entendu, vous avez cette fameuse doublure complètement recyclée. Mais le gros plus de la veste, c'était une première, c'est que vous avez un éco-friendly, donc nous sommes fiers de vous dire que cette veste est 100% recyclée. Elle est faite à base de plus ou moins 200 bouteilles en plastique, ce que vous jetez toutes les semaines dans vos sacs bleus. Donc le petit rappel bien entendu de la fameuse veste en jeans, un peu plus longue parce que nous sommes en moto et on doit avoir beaucoup plus de protection au niveau des pluies, la pluie et de la saleté, c'est ce fameux petit carré en cuir qu'on retrouve sur toutes les grandes vestes de jeans de la grande époque du jeans. On terminera la petite collection Segura par un produit qui n'a rien à voir bien entendu avec le vintage. On est là dans une esthétique city prête à porter, donc la Lady Nacho, bien entendu pour vous mesdames, dans une couleur prune, existe bien entendu en noir et en kaki, et pour messieurs en kaki, en noir et en bleu marine de très jolis coloris. On est dans un produit bien entendu très esthétique, vous verrez d'ailleurs tout ce qui est matelassé devant est très tendance dans les magasins de mode. La petite capuche qui fait toujours son effet, mais encore une fois rassurez-vous, soit accrochable ou entièrement démontable. La doublure bien entendu 100% démontable, avec une esthétique blanche pour vous mesdames, parce que l'esthétique compte peut-être un peu plus que pour messieurs, et avec toujours le petit rappel Segura dans le dos. Make life a ride.
Thomas de chez Thomas Custom prend cela très au sérieux. Christian Lambert, le directeur général de BMW Motorrad Belux, lui a remis les clés d'une belle R18 First Edition. Dans les semaines à venir, Thomas s'appropriera complètement cette R18 pour la transformer à sa sauce. Résultat à découvrir au prochain BMW Days qui auront lieu à Tir-le-Mont le 12 juin. Toujours chez BMW, des partenaires belges pour le BMW Motorrad World Endurance Team. Le BMW Motorrad World Endurance Team aborde le championnat du monde d'endurance FIM 2022 avec un partenaire solide à ses côtés. À l'avenir, l'entreprise belge rejoindra l'équipe du directeur Werner Damen sur la piste chaque fois qu'elle pilotera la BMW 1000RR numéro 37. La saison 2022 débutera par les 24 heures du Mans les 16 et 17 avril, suivi par le grand retour des 24 heures de Spa le 4 et 5 juin. Ensuite, ce seront les 8 heures de Suzuka et enfin les 24 heures du Bol d'Or au Castellet en septembre. Nous l'attendions depuis longtemps, la CF Moto 800 Sport arrivera enfin chez les concessionnaires à la fin du mois. Le bicylindre parallèle de 799 cm3 conçu par KTM développe 95 chevaux. Et cette collaboration étroite entre CF Moto et KTM a été jusqu'à présent essentiellement opérationnelle, mais avec la 800 MT, CF Moto présente une machine très intéressante sur le papier. On commence à 10 999 €. Un nouveau partenariat exceptionnel avec Triumph qui s'associe à Breitling pour sortir une Speed Twin en édition limitée. Une édition limitée à 270 motos Breitling pour le monde entier. Chaque moto est totalement unique avec un pontet de guidon numéroté, certificat d'authenticité portant la signature de Nick Blore, le PDG de Triumph, et de George Kern, le PDG de Breitling. Possibilité d'acquérir un chronographe Breitling Top Time Triumph avec le numéro d'édition limitée correspondant à sa moto. N'hésitez pas à réagir très vite parce qu'avec aussi peu de motos, évidemment, ça ne va pas tarder à être vite vendu. Yamaha annonce la Ténéré 700 World Red. Faites le plein de nouveaux horizons. Il y a 40 ans, la XT 600 Ténéré d'origine a rendu l'aventure grandeur nature possible pour tout le monde. Développée à partir des motos de course du Dakar de Yamaha, la première Ténéré a littéralement ouvert les portes d'un nouveau monde à tous les pilotes désireux de sortir de l'ordinaire, de s'échapper de leur zone de confort et de découvrir de nouvelles contrées lointaines. En très peu de temps, la Ténéré 700 a gagné le respect des pilotes du monde entier qui apprécient son moteur CP2, son couple élevé, son châssis polyvalent, ainsi que sa fiabilité inégalée. Digne héritière de l'engin d'origine qui a changé la pratique de la moto à jamais, elle est devenue en quelques années seulement un modèle de choix pour ceux qui veulent aller voir un peu plus loin que le bout de leur nez. La nouvelle Ténéré 700 World Red est très bien équipée, notamment 2 réservoirs de carburant latéraux d'une contenance totale de 23 litres, une selle plate pour une meilleure agilité du pilote, un compteur TFT couleur de 5 pouces doté de la connectivité mobile, ABS route tout-terrain à 3 modes, fourche avant KYB haut de gamme de 43 mm de diamètre avec un débattement de 230 mm, amortisseur de direction Hollins, amortisseur arrière à bonbonne en aluminium de très haute gamme, débattement de roue de 220 mm. Un boîtier de filtre à air Ténéré 700 spécialement développé pour elle, pare-brise surélevé, déflecteurs avant latéraux, facile à retirer, clignotant LED et carénage avant. Des repose-pieds plus grands sont également prévus. Une nouvelle protection du moteur en aluminium en 3 parties, une nouvelle calandre font que cette moto fera certainement partie de l'équipement privilégié de ceux qui ont envie d'aller pousser leurs pneus à tétine hors des sentiers battus. Voilà, un tour de l'actu qui était relativement chargé. Olivier, merci. Merci à toi. Il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est bosser. Vous souhaitez plein de succès, évidemment. On aura aussi l'occasion de se revoir. On va terminer tout doucement cette émission avec un autre de tes collègues qui va nous expliquer un petit peu ce qu'il fait. Merci Olivier. Merci à toi Thierry. Voilà, on continue avec Patrice. Bonjour Patrice. Bonjour Thierry. Patrice, toi, tu vas être le responsable de l'implantation d'Awan. D'accord, le responsable moto, hein, soyons clairs, on parle de moto ici, même si on est dans une concession qui fait les deux. C'est donc à toi que les clients vont s'adresser selon leurs besoins, leurs envies. Tu roules à moto ? Oui, bien évidemment, j'ai plus de 20 années de moto. D'accord. Donc la moto a toujours été une passion pour moi.
Et alors, quand Pascal a émis l'idée pour la mobilité de remettre des motos, bien évidemment, ça m'a fait extrêmement plaisir. Ouais. Donc ça c'est bien. Et tu roulais sur quoi comme type de bécane? Beaucoup de BM, ouais. BM 1200 GS, K1200S. D'accord. J'ai roulé beaucoup en Honda, en moto sportive également. Ah, oui. Voilà. Donc tu connais un peu le monde de la moto de manière élargie, quoi. Tout à fait. Donc c'est vraiment une passion. Donc après 20 ans, beaucoup de revues moto, beaucoup de comparatifs, beaucoup d'essais. Oui. Et donc il m'arrive souvent, très régulièrement, en discutant avec des clients automobiles, d'échanger par rapport à la moto. Parce qu'ils en ont eu. Parce qu'ils en ont toujours. Et donc ça me fait plaisir de recevoir les clients ici au sein de la concession pour faire de bons échanges. Où ils en parlent avec regret. Donc tu leur dis, écoutez, on va monter au premier, je vais vous montrer quelque chose ici. Et puis voilà quoi. Je dois reconnaître que depuis qu'on a implanté les motos ici au sein de la concession, j'ai pas mal de clients qui montent à l'étage et qui sont pour parler avec leur épouse ou leur compagne. Ouais. Voilà. Parce que quand on a goûté, il n'y a rien à faire. Un jour ou l'autre, on a quand même envie d'y revenir. Soit on a fait une croix définitive, mais c'est très rare. Mais en général... Alors, je pars du principe motard un jour, motard toujours. Oui, c'est vrai que c'est un peu ça. Tu m'as parlé de moto sportive. Tu roulais sur quoi comme moto sportive? CBR 1000 RR. Ah oui, c'est du lourd ça. Oui, ça allait bien ça. Hein, ça allait très bien. Ça allait très bien. Hein. L'évolution après la 900 RR. Oui, tout à fait. Ouais. À une époque où il y avait un peu moins de flash sur les routes. Actuellement, c'est un petit peu délicat. Ce qui fait que le marché de la moto a aussi évolué, même si les constructeurs nous proposent toujours des motos avec des 150, 180 ou voire 200 chevaux, ce que je trouve une ineptie un peu totale dans le monde de la mobilité actuelle. Mais on revient pas mal sur les moyennes cylindrées, sur des motos peut-être moins sportives, mais qui offrent beaucoup de plaisir de conduire en fait. Et des belles gueules quoi aussi surtout. Ah, bien évidemment, il y a eu une très belle évolution dans le milieu de la moto. C'est vrai que les cylindrées les plus puissantes maintenant sont un peu revues à la baisse. Mais c'est des... par la force des choses. Hein. Voilà, c'est des motos qui roulent très bien et qui donnent énormément de plaisir. Énormément de plaisir. Donc voilà. Eh bien écoute, puisqu'on parlait un peu de moto sportive, je te propose de découvrir ensemble une nouvelle rubrique. Ça va être la première fois qu'on la diffuse dans Carter et Piston. C'est une rubrique qui est liée un peu au monde de la piste, au monde de la course, au MotoGP, au Superbike. Cette séquence va être animée par le Dr Grimm, Arnaud Brochier, que vous connaissez très bien évidemment dans l'émission pour ses différentes séquences, pour ses différents essais. Et voici donc les bruits de paddock. Bienvenue dans Carter et Piston pour une nouvelle séquence qui va s'appeler Bruit de paddock et que je vais animer chaque mois pour essayer d'un petit peu décortiquer l'actualité sportive. Et Dieu sait si cette année, ça va être intense au niveau sportif puisque rien qu'en MotoGP, nous aurons 21 courses. Les pilotes ont été dernièrement faire des essais à Sepang en Malaisie. De là, ils ont été à Mandalika, qui est un tout nouveau circuit en Indonésie, sur l'île de Lombok. Alors, c'est une petite île qui se trouve juste à côté de Bali. Et c'est une île qui, pour moi, ne se prête pas du tout à ce genre d'événement. Mais bon, voilà, l'Indonésie voulait son GP, ils l'ont eu. Bon, on a vu des images assez impressionnantes au niveau de l'état des machines. Ça veut dire que les machines étaient extrêmement sales, la piste était vraiment très peu praticable. Donc, ça veut dire que c'est un circuit qui doit faire ses armes. Bon, néanmoins, ils ont roulé 3 jours. Il y a eu pas mal de rebondissements pendant ces 3 jours. Et globalement, les choses se sont passées d'une manière qui était assez inattendue par rapport à ce qu'on a pu voir en fin d'année passée. Principalement, ce qu'il faut retenir de cette intersaison, c'est que les usines ont voulu beaucoup bosser. L'usine qui fait peur, c'est Ducati. Alors, en effet, Ducati va aligner 8 machines cette année sur le plateau MotoGP et c'est énorme. Les autres sont à 4 ou 2. Donc déjà, en termes de championnat du monde des constructeurs, ça va être un petit peu faussé puisque automatiquement, avec 8 machines, Ducati va engranger un maximum de points. Ducati a décidé d'équiper tout le plateau MotoGP pour les IGP. Donc ça veut dire que les motos électriques seront fournis par Ducati. Et ça, c'est une grande nouveauté. Et ça veut aussi dire que Ducati est en train de s'investir massivement dans l'électrique. Et c'est une bonne nouvelle pour certains, une mauvaise pour d'autres. Beaucoup se posent la question de comment Ducati va pouvoir gérer 8 machines sur le plateau MotoGP, plus gérer toutes les machines du championnat Moto-E. Et donc ça, ce sera aussi quelque chose à bien regarder. Maintenant, ce qu'on peut constater quand on regarde cette
cette fameuse feuille de temps du dernier jour à Mandalika, eh bien, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est Espargaro, Paul, donc le frère de Alex et le plus jeune des deux, qui réussit à faire le meilleur temps sur la Honda. Objectivement, on peut dire que Honda, cet hiver, a fait quelque chose de particulier et a vraiment développé une toute nouvelle machine qui est vraiment impressionnante. On voit que tous les pilotes Honda ont progressé de manière significative et ça, c'est la bonne nouvelle. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que celui qui s'en sort le moins bien, c'est Marc Marquez, mais c'est celui aussi qui a le style de pilotage le plus particulier et donc lui va devoir s'adapter à une moto qui est devenue meilleure pour tout le monde. Alors c'est un petit peu l'histoire qui s'est passée avec Ducati à l'époque de Stoner et c'est un petit peu ce qui est en train d'arriver à Yamaha aujourd'hui avec un Quartararo qui s'en sort très bien avec une moto, mais malheureusement les 3 autres pilotes Yamaha s'en sortent assez mal. Donc je pense qu'il est actuellement encore trop tôt pour parler des performances des motos parce qu'elles sont toutes en plein développement. Bastianini, avec une GP21, a fait des chronos fantastiques. Il a même été en tête de la feuille des temps pendant un certain temps. Il ne faut pas oublier que lui roule avec une moto dont le développement est terminé alors que les autres sont en train de développer leur moto. Donc c'est vraiment une période très particulière que sont les essais hivernaux parce que en fait, on ne peut pas compter réellement sur l'examen de ces temps pour avoir une finalité. En fait, la vérité viendra d'ici 15 jours, le 6 mars, enfin, à partir du 4, quand les essais commenceront, mais une fois qu'ils seront tous au Qatar, que les motos seront finalisées, elles seront en mode final, toujours à développer, bien évidemment. Elles seront donc en configuration course pour commencer le championnat et essayer de grappiller le plus de points possible. Qu'est-ce qu'on peut vraiment retenir actuellement? Eh bien, Honda a progressé, de même que Suzuki, Aprilia aussi extrêmement fort progressé avec une nouvelle moto. Malheureusement, ils n'ont que 2 motos et donc ils ont un retour d'info qui est assez faible. A contrario, vous avez Ducati qui a 8 motos et qui a un retour d'info énorme. Bon, il y a aussi évidemment l'absence de Valentino Rossi qui va un petit peu faire bizarre. Alors je suis persuadé qu'il y aura encore du jaune et des 46 un peu partout. Enfin, personne n'en doute. De toute façon, la présentation de son team va être faite. Il va être assez présent à tout point de vue, puisqu'il y a plusieurs teams, notamment en Moto2 aussi, qui continuent avec le logo vert 46. Et donc, il restera présent. Et je ne pense pas qu'il nous manquera tant que ça. Encore une des choses qui sera les plus intéressantes à observer, c'est évidemment le comportement de Quartararo, champion du monde en titre, sur la Yamaha. Il se plaint beaucoup, il s'est plaint ouvertement en conférence de presse. Il est déçu de Yamaha, il est déçu de l'évolution de la moto. Il trouve qu'on lui a pas donné assez d'évolution par rapport aux autres et il va devoir se battre vraiment fort pour maintenir son rang, alors que pousse à la porte Pecco Bagnaia, considéré pour beaucoup comme le favori de la saison. Et puis vous avez inévitablement Marc Marquez qui revient tout d'un coup, puisqu'il est guéri, sa diplopie a guéri subitement. Malheureusement, il sait qu'à tout moment, la moindre chute peut redévelopper une diplopie qui serait évidemment gravissime pour le reste de sa carrière. Il veut être champion du monde, il veut se battre pour le championnat du monde et il a l'air plutôt motivé pour ça, donc on peut compter sur lui. Bon, maintenant, la bonne nouvelle et les choses qui vont être toujours intéressantes à voir, enfin pour moi tout est intéressant dans ce championnat, c'est évidemment l'arrivée des rookies. Alors chez KTM, on a le champion du monde en titre Moto2, Gardner, son coéquipier Raúl Fernandez qui est vraiment une pépite. Bon, il y en a plein d'autres, je ne vais pas pouvoir tous les citer. Le temps est compté pour cet épisode. En Moto2, eh bien, c'est toujours ce fameux phénomène, Pedro Acosta, qui est rookie en Moto2, qui est dans l'équipe Akiajo KTM et qui de nouveau arrive à directement se mettre dans le bain, à directement apprivoiser cette nouvelle catégorie. Il est nouveau aux avant-postes, il a terminé 2e au général des temps combinés sur les essais. Il est très à l'aise, il ne se met pas de pression, il déclare qu'il n'est pas le favori, loin de là, qu'il ne veut pas l'être, qui ne joue pas le championnat, que dans un premier temps, il veut s'acclimater, et surtout, il dit qu'il s'amuse. Donc ça, c'est plutôt important, ça donne un certain détachement à ce pilote, que beaucoup considèrent déjà comme une future superstar du MotoGP, et personnellement, je pense que, objectivement, au vu de ses résultats, mais aussi au vu, je vais dire, de sa manière de se comporter, de la personnalité du garçon, je pense qu'on est face à effectivement quelque chose d'assez rare, et je croise les doigts pour que ce soit le cas. Donc on va l'observer tout au long de la saison dans un championnat extrêmement relevé. Alors, bon, je ne vais pas parler de Moto3 cette fois-ci.
ni de supersport, malgré que le supersport soit aussi un sujet extrêmement bouillant, parce que en supersport, toutes sortes de nouvelles cylindrées sont arrivées. Vous avez Ducati qui a été accepté avec la 950, vous avez la 675 Triumph qui est intégrée, vous avez aussi la nouvelle MV Agusta avec le moteur 800, et donc c'est une catégorie qui bouge énormément, mais j'en parlerai la prochaine fois. Je vais plutôt directement en venir à cette catégorie reine, qui est le Superbike. Moi, j'ai regardé le championnat tout au long de l'année passée avec beaucoup d'intérêt, et je dois avouer que ce championnat était vraiment très intéressant. Les dernières courses étaient absolument fabuleuses, et le bras de fer que se sont livrés Jonathan Rea et Toprak Radioğlu, toujours difficile à dire, était absolument magnifique. C'était vraiment le combat des titans, ils se sont tirés la bourre, c'était beau, il y avait du respect, il y avait beaucoup de bagarres. Le Turc est vraiment un pilote très particulier, avec un style de pilotage tout à fait différent des autres, c'est peut-être le plus gros freineur de l'histoire du Superbike. Alors beaucoup veulent le voir en MotoGP, des essais MotoGP sont prévus sur la M1, puisque c'est un pilote Yamaha. Yamaha va tout faire pour le garder, et ils vont faire des tests donc en MotoGP pour voir si son style peut s'adapter à la M1, alors que justement la M1 est une moto qu'il faut piloter avec douceur. On va voir si Toprak Radioğlu, avec son style très de bûcheron, je vais dire, peut s'adapter au même titre que Ben Spies s'est adapté à l'époque en passant du championnat du monde Superbike au MotoGP avec un certain succès, puisqu'il a quand même gagné un GP à Assen. Alors évidemment, au niveau Superbike, il y a Jonathan Rea qui veut récupérer son titre, et c'est quelqu'un qui a du caractère, et quand il veut quelque chose, souvent il l'a. Vous avez le Turc qui est champion du monde et qui veut défendre son titre, mais il y a aussi évidemment Bautista qui revient de chez Honda, et Bautista, lui, vient de faire des essais très concluants. Il est tout proche des deux premiers que sont Rea et Radioğlu. On sent que la Ducati va venir se mêler à ce combat, et donc je pense qu'on va pouvoir vraiment avoir 3 personnes devant, et une grosse bagarre entre Kawasaki, entre Yamaha et Ducati. Au-delà de ce trio de tête, eh bien, quelque chose que je voudrais aussi bien examiner, c'est la réaction de Honda HRC cette année, qui a décidé de mettre encore une couche supplémentaire pour pouvoir être compétitif, et Dieu sait s'ils viennent passer 2 ans compliqués avec Bautista comme pilote, entre autres. Et cette moto a eu pas mal de difficultés et n'était jamais vraiment devant. Alors cette année, ils ont décidé de faire confiance à un duo qui est Iker Lecuona et Javi Vierre. Iker, qui lui vient directement du MotoGP de chez KTM, donc c'est quelqu'un qui a une bonne et grosse expérience des motos très puissantes. Et Javi Vierre, lui, qui vient du Moto2. C'est 2 pilotes qui sont très différents, mais qui vont apporter un vent neuf dans la catégorie, et puis surtout une nouvelle approche chez Honda, où ils vont pouvoir partir sur de nouvelles bases et pas des pilotes expérimentés. Donc on croise les doigts pour que Honda fasse du bon boulot et revienne au plus près du trio de tête. Bon voilà, j'ai essayé de vous en dire un maximum en très peu de temps. On va essayer de développer cette séquence. Je vais essayer de me joindre à quelques pilotes belges connus et reconnus pour un petit peu m'assister et parler un peu plus GP dès le prochain épisode. Pour aujourd'hui, je vous laisse. Je vous remercie pour l'écoute. On s'entend et on se voit le mois prochain. Et d'ici là, gaffe sur la piste. Et donc pour cette séquence, je remercie évidemment le site paddock-gp.com qui nous fournit ces informations, mais aussi les images qui nous permettent d'illustrer les séquences, et les commentaires du Dr Grimm. Allez vous rendre sur ce site et vous y trouverez évidemment toutes les infos et toutes les dernières infos relatives au monde de la piste. Patrice, il est temps déjà de nous quitter tout doucement. On arrive au terme de cette émission qui, comme d'habitude, dépasse largement l'heure. Hein. Bon, les gars, vous avez l'habitude maintenant, je le sais. Merci de nous avoir reçus. Longue vie à l'Universel. J'espère que ton nouveau boulot te plaira beaucoup. Et on se retrouve bientôt. C'est moi qui te remercie. Quant à moi, je vous donne évidemment déjà rendez-vous dans un mois, où le mois prochain, la grosse nouveauté sera l'essai de la Tiger 1200. Mais ça, c'est le mois prochain. D'ici là, gaffe sur la route. Motostore, votre concessionnaire Ducati, Indian, Suzuki, Benelli, Aprilia, Piaggio, Vespa, en province de Liège. Venez découvrir notre équipe de passionnés et nos nombreux 2 roues de stock.
Motorenga. D'abord et avant tout, les meilleures conditions. À l'Universel. L'Universel Moto, c'est aussi une grande gamme d'accessoires moto à découvrir dans nos 5 concessions à l'esprit familial et professionnel. Venez nous rendre visite à Aouan, Chennai, Herstal, Seraing et Verviers.